Bonjour les amis, merci à tous d'être là. Je tiens tout d'abord à remercier l'amicale de Fès et surtout notre ami professeur Hida pour ce magnifique congrès, cette magnifique organisation. Et puis vous avez vu qu'il y avait, avant de démarrer, avant de passer aussi la parole à mon ami professeur Tahir, qui avait un diplôme universitaire marocain de l'allergologie. Et je cède la parole à mon ami Tahir qui va le présenter de façon un peu plus rapide, en attendant d'avoir la connexion avec le professeur Dupont qui a enregistré son intervention et qui est là avec nous et qui va pouvoir répondre aux questions à la fin de la présentation. Merci. Merci Khalid, merci Mustafa pour l'invitation et pour ce congrès qui devient justement un rendez-vous, comme cela a été rappelé, incontournable dans la pédiatrie marocaine. Alors on a voulu juste profiter pour vous annoncer le début prochain, je dirais, d'un diplôme universitaire, un diplôme d'allergologie nationale. Une spécialité, comme vous le savez, qui est transversale entre plusieurs spécialités sur spécialités. Et on le sait, il y a un petit manque peut-être pour tout ce qui est formation en allergologie. Et donc on a pris l'initiative avec des collègues allergologues purs, des pédiatres, des pneumopédiatres et même des pneumo-adultes pour finalement lancer ce diplôme universitaire d'allergologie pédiatrique qui va démarrer, Inch'Allah, prochainement le mois de juin. Donc c'est un diplôme qui se passe sur 2 années. Et on va peut-être, c'est Khalid. Voilà, Inch'Allah. Voilà. Donc, moi-même et si Bouhmouch, on va modérer un symposium sponsorisé par les laboratoires Nestlé qui va donc tourner autour du thème des HMO, les oligosaccharides du lait maternel, les avancées en matière de recherche. Et pour ce symposium, donc, nous avons avec nous le professeur Christophe Dupont, éminent gastropédiatre et nutritionniste, très connu des pédiatres marocains, pour justement nous entretenir autour de ces HMO, quelles sont les avancées en matière de recherche et quelles sont justement leurs implications dans la santé infantile. On connaît tous l'impact sur le microbiote, sur la nutrition infantile et sur la prévention peut-être d'un certain nombre de maladies. Donc Christophe Dupont est là pour partager avec nous ses connaissances et en tout cas les avancées en matière de ces composants essentiels du lait maternel mais qu'on retrouve aussi dans les préparations infantiles actuellement. Donc la parole au professeur Christophe Dupont. Merci de lancer l'enregistrement. Dans ce domaine. Il y a un certain nombre de choses que l'on sait déjà sur les HMO. Le 2FL, c'est une forme fucosilée qui est quantitativement le HMO le plus important et représente environ 30% des HMO dans le lait maternel. La plupart des femmes sont sécrétrices de 2FL, à peu près 80%. Les laits maternels riches en 2FL ont des avantages objectifs vis-à-vis des laits à taux faible, avec un microbiote plus riche en bifidobactéries et une meilleure protection vis-à-vis des gastroentérites. Actuellement, il est possible de synthétiser des HMO qui sont identiques d'un point de vue structurel à ceux du lait maternel humain. La société européenne, l'EFSA et l'FDA, société américaine, ont autorisé l'utilisation du 2FL et d'une forme neutre, on verra tout à l'heure, LNNT dans les laits pour nourrissons et les laits de suite. Le mélange 2FL-LNNT stimule la croissance des bifidobactéries dans le microbiote, qui devient plus proche d'un microbiote physiologique de nourrisson allaité. Et ce mélange, le FL et LNNT, pourrait probablement prévenir les bronchiolites chez le nourrisson. Cet effet préventif sur les manifestations respiratoires semble de plus en plus démontré. Alors, il y a 3 types de HMO. Il y a des HMO qui sont neutres. Ils sont représentés ici en noir, encadrés de noir, comme vous le voyez ici. Ces HMO neutres, ils peuvent être fucosilés, donc dans ces conditions, ils ne sont plus neutres, ils sont fucosilés. Et vous avez une autre forme qui sont les HMO sialylés. Donc, 3 formes en pratique, il y a les formes neutres, les formes fucosilées et les formes sialylées.
Et on verra que la répartition est très différente en fonction de ces formes, les formes fucosylées représentant une partie très importante des HMO. Alors, quand on regarde la distribution dans le lait maternel, c'est une diapositive qui est un peu ancienne, mais qui était toujours d'actualité. Comme vous le voyez, les formes fucosylées, c'est presque 50% de la totalité, avec en majorité le 2FL et le 3FL. Vous avez les formes sialylées, ici, qui représentent une forme moins importante, à peu près 15%. Et puis vous avez les formes qui sont non fucosylées, représentées essentiellement par le LNLT. C'est à peu près 45-50% de la totalité. Alors on dit toujours qu'il y a également un rôle du système antigène Lewis, c'est-à-dire un système des groupes sanguins qui est présent dans l'histoire des HMO. En pratique, oui, ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Il existe pour fucosyler les HMO deux types d'enzymes qui fucosylent en 2 ou en 3. Il se trouve que pour fucosyler en 3, eh bien c'est la fucosyltransférase 3, et il se trouve également que cette fucosyltransférase 3, c'est le gène Lewis, le gène du groupe sanguin Lewis. Donc, si vous êtes positif pour le gène Lewis, ça veut dire que vous avez une fucosyltransférase 3 et que vous êtes capable de fucosyler en 3. Donc, c'est pour ça que le groupe sanguin est impliqué dans l'histoire, c'est à cause de cette fucosylation en 3, alors que la fucosylation en 2, elle est dénommée statut sécréteur. Donc, en 2, c'est statut sécréteur, en 3, c'est système Lewis positif. Quand on regarde du coup la répartition des HMO, on s'aperçoit que on peut avoir toute une série de compositions différentes. Si on n'est pas sécréteur, si on est Lewis négatif, eh bien on n'aura pas de forme fucosylée en 2 et en 3. Si au contraire on est sécréteur et qu'on est Lewis positif, on sera fucosylé en 2 et en 3. Et on peut avoir du sécréteur plus Lewis moins ou le contraire. Donc vous voyez toute une série de variations possibles en fonction de la population. Alors les HMO sont essentiellement, semble-t-il, pour l'instant actifs sur la population bactérienne présente au niveau du tube digestif. Si on essaye de synthétiser, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, que les HMO probablement supportent la croissance d'un certain nombre de bactéries et inhibent la croissance d'autres bactéries. On verra comment tout à l'heure. Manifestement, les HMO servent de leurre, c'est-à-dire qu'elles empêchent certaines bactéries d'aller adhérer sur la muqueuse digestive. Et puis, probablement, il y a d'autres actions intéressantes, notamment l'action sur les jonctions serrées, qui ont un rôle important puisqu'elles jouent un rôle en fait sur la perméabilité intestinale, dont on parle beaucoup. Également un rôle sur le glycocalyx, cette couverture glucidique qui est présente sur la muqueuse digestive. Alors, si on essaie de synthétiser un peu, vous voyez, on peut comparer la colonisation bactérienne digestive en fonction de ce que le statut du lait de mer est sécréteur ou non sécréteur. Lorsque le statut est non sécréteur, à ce moment-là, les bactéries pathogènes peuvent aller directement se coller sur les structures glucidiques qui sont présentes sur la muqueuse digestive, alors que si le lait maternel a un statut sécréteur, à ce moment-là, vous avez des formes fucosylées qui sont présentes à l'intérieur de la lumière, qui vont servir de leurre. Donc les bactéries vont se coller sur ces formes, sur ces leurres, et n'iront plus se coller sur les structures glucidiques présentes au niveau de la muqueuse digestive, de telle sorte que la muqueuse digestive est protégée contre la contamination par ces pathogènes qui sont fucosyles dépendants. Le développement de la muqueuse du microbiote intestinal est réellement très dépendant de cette possibilité de présence de HMO et de la présence ou non de fucosylation. Il n'y a probablement pas que les HMO, et il y a également les glycoprotéines du lait de mer qui jouent un rôle dans cette colonisation, donc c'est en fait assez complexe. Vous avez ici une représentation très schématique. Lorsqu'il n'y a pas de HMO et lorsqu'il n'y a pas de glycoprotéines du lait de mer dans l'environnement intestinal, eh bien vous avez en quelque sorte une prolifération possible de toutes les bactéries. Si au contraire, dans le milieu digestif, grâce notamment au lait de mer, vous avez des HMO et vous avez des glycoprotéines de lait de mer, à ce moment-là, les bactéries
sont peu présentes, et si au contraire vous avez des HMO présentes et des glycoprotéines présentes et qu'il y a un statut sécréteur de la mère, à ce moment-là, vous avez pratiquement plus aucune bactérie pathogène qui sont présentes, puisque les bactéries qui sont par exemple dépendantes du fucose ne peuvent plus proliférer. Donc il y a uniquement des bactéries saprophytes qui sont présentes, et donc vous avez une protection naturellement de la muqueuse contre les infections, et vous avez une colonisation préférentielle par ces bactéries saprophytes. Alors, ceci est assez théorique, il est important de prouver si oui ou non vous avez en clinique un bénéfice observé avec la présence de CHMO dans le lait maternel. Alors, vous avez ici une première étude clinique, j'ai repris uniquement des études très récentes, de manière à montrer que la recherche avance bien dans le domaine. Et là, vous avez une étude qui est faite avec des enfants qui sont allaités. C'est une étude qui est faite au Bangladesh, et on a analysé un certain nombre de points, notamment la présence des infections respiratoires. Et le but, c'était de voir si le statut maternel en fucosilase 2 et en fucosilase 3, je vous rappelle, la fucosilase 3, c'est le système Lewis, est-ce que cette présence de fucosilase 2 et fucosilase 3 joue un rôle sur les infections respiratoires? Pour ça, on a compté les infections respiratoires chez les enfants qui étaient nourris au sein, et également, très intéressant, comme vous allez le voir, on a analysé le microbiote nasopharyngé. On peut imaginer que si l'enfant est protégé contre les infections respiratoires, eh bien, il y a quelque chose qui se passe au niveau du microbiote nasopharyngé. C'est une étude prospective, pas mal d'enfants, plus de 200, vous voyez, séquençage des gènes pour savoir exactement de quoi on parle. On analyse le statut sécréteur des mères. Chez 88% des mères, le statut est sécréteur, 90% des enfants, et on analyse le microbiote nasopharyngé. Quand on regarde la fréquence des infections respiratoires, eh bien, on s'aperçoit que ces infections respiratoires sont quasiment absentes de 0 à 2 mois, mais deviennent très présentes de 2 mois à 4 mois pour diminuer progressivement. On comprend donc assez bien que si on analyse quelque chose, eh bien, on l'analysera d'autant mieux que les infections respiratoires sont fréquentes, c'est-à-dire dans la période de 4 mois, 4 mois, 6 mois, 6 mois, 8 mois. Donc, des infections respiratoires présentes essentiellement, vous voyez, à partir de 2 mois de vie. Alors, quel est le rôle du statut sécréteur ou non du lait maternel sur ces infections respiratoires? Eh bien, on s'aperçoit que dans la période de 0 à 6 mois, le taux d'infection respiratoire a diminué. Vous vous rappelez qu'on avait montré dans la diapositive précédente que les infections étaient essentiellement présentes entre 2 mois et 6 mois. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on ait une modification qui soit observée là. Mais plus tard, il n'y a pas de modification. Donc, des modifications essentiellement dans la première année de la vie. Et point très important, pas de modification du microbiote en rapport avec la survenue ultérieure de ces infections respiratoires. Donc, un point notable, protection contre les infections respiratoires dans les 6 premiers mois de vie, qui sont la période fragile, mais pas véritablement de relation avec le microbiote nasopharyngé. En pratique, ces oligosaccharides fucosylés contribuent à la protection, mais ça ne semble pas lié au microbiote nasopharyngé. Quand on regarde le statut sécréteur ou non des infections du lait maternel sur les infections, et quand on regarde le statut Lewis, encore une fois, c'est la fucosilase 3, eh bien on s'aperçoit que c'est essentiellement la fucosilase 2 qui protège, comme vous voyez ici, alors que la fucosilase 3 ne semble pas modifier en pratique le taux d'infection respiratoire. Donc, une étude qui montre, là encore, le rôle prépondérant de la fucosilase 2, c'est-à-dire du 2-FL, sur l'effet protecteur. Alors maintenant, une autre étude qui est également très intéressante, une étude qui montre le lien éventuel entre les oligosaccharides du lait maternel et les bactéries qu'on retrouve dans l'intestin et la nécessité ou non de traiter les enfants par antibiotiques. Alors, c'est une étude de très bonne qualité qui est randomisée en double aveugle chez des enfants qui sont à terme, qui sont nourris non pas au sein mais par une formule infantile,
Et cette alimentation, excusez-moi, cette alimentation des enfants, elle est faite avec la même formule qui est sans enrichissement en HMO ou bien au contraire enrichi en ces deux HMO que sont le 2FL et le LNNT. Les enfants sont enrôlés entre 0 et 15 jours et jusqu'à 6 mois et ils sont suivis par la suite pour analyser les différents éléments dont on a parlé. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'étude, elle est bien faite. Vous voyez qu'on a des résultats qui sont ce qu'on appelle en intention de traiter, également des résultats en pair protocole. Ce sont les résultats en intention de traiter qui ont le plus de valeur. Quand on regarde l'utilisation des antibiotiques chez les enfants qui sont nourris avec une formule enrichie en ces deux HMO que sont donc le 2FL et le LNT, eh bien, on voit qu'il y a une réduction significative de l'utilisation d'antibiotiques dans la période de 0 à 12 mois. Vous voyez ça ici. Et on voit qu'il y a une réduction significative également des bronchites dans la période de 0 à 6 mois et dans la période de 0 à 12 mois. Donc, encore une fois, en intention de traiter, c'est-à-dire en analysant tous les enfants, quel que soit le devenir de ces enfants au cours de l'étude, bien réduction de l'utilisation d'antibiotiques, réduction de la fréquence des bronchites. L'étude a analysé très soigneusement le microbiote et sa composition en fonction des deux groupes. Alors vous avez quelque chose qui paraît un peu compliqué, mais en fait non, vous voyez ici, on va analyser les choses simplement. Vous avez ici la colonne concernant l'allaitement au sein qui servait de référence. On n'a pas le droit naturellement de randomiser les enfants qui sont nourris au sein, mais on peut mettre une colonne de référence chez des enfants nourris au sein. Ici, c'est la formule contrôle, c'est-à-dire sans enrichissement en HMO, et ici, c'est la formule qui est avec enrichissement en HMO. Quand on regarde, comme vous le voyez ici, la diversité bactérienne au niveau du microbiote digestif, eh bien, la diversité, elle est assez importante. Ici, c'est la formule contrôle, et elle est un peu réduite dans la présence de HMO, se rapprochant un peu de ce qui se passe chez les enfants qui sont nourris au sein. Vous avez ici exactement le même type de schéma, mais là, on analyse précisément quelle est la concentration en bifidobactéries. Alors, vous voyez, ça n'est pas surprenant que chez les enfants nourris au sein, vous avez une concentration en bifidobactéries qui est élevée. Lorsque vous prenez la formule témoin, c'est-à-dire sans enrichissement en HMO, eh bien, la concentration est plus faible. Et au contraire, lorsque vous enrichissez en HMO, vous réaugmenter la concentration en bifidobactéries, un peu ce que vous voyez chez l'enfant nourri au sein. L'Escherichia coli, c'est exactement le contraire, ça n'est pas surprenant, peu d'Escherichia coli chez l'enfant nourri au sein, avec la formule témoin plus d'Escherichia coli, avec des HMO dans la formule, eh bien, réduction de la présence de Escherichia coli dans le luteum. Vous avez également ici, avec le Peptostaphylocoque, exactement le même genre de variation de distribution que celle que vous voyez avec Escherichia coli. Et donc, quelque chose qui montre bien un rôle qui rapproche d'un microbiote qu'on voit chez l'enfant qui est nourri au sein. Alors ici, c'est la même étude, mais cette étude a été analysée de façon un peu plus précise et on a séparé les enfants dans les groupes nourris au sein, ou témoins, ou test, c'est-à-dire enrichissement HMO, selon que les enfants sont nés par césarienne ou par voie vaginale. C'est les mêmes diapositives que précédemment, mais on coupe encore les groupes en césarienne et vaginale. Vous voyez, césarienne, vaginale, césarienne, vaginale. Quand on regarde la diversité biologique, on s'aperçoit qu'il n'y a pas véritablement de différence chez les enfants nourris au sein. Et en revanche, on semble voir une variation chez les enfants qui sont nourris avec une formule standard non enrichie en HMO. On voit beaucoup plus de différences quand on analyse la concentration en certaines bactéries et notamment en bifidobactéries. Ici, les enfants nourris au sein, voie césarienne, voie vaginale, pas de véritable différence. Quand on a au contraire une alimentation non pas au sein mais avec la formule infantile, là on voit véritablement une différence avec une abondance de bifidobactéries qui est franchement plus faible chez les enfants qui sont nourris avec la formule standard
chez les enfants qui sont nourris par une formule standard et qui sont nés par césarienne par rapport aux enfants qui sont nés par voie vaginale. Donc vous voyez la différence de concentration des bifidobactéries, elle est accentuée par la naissance par césarienne. Et quand on prend le groupe d'enfants qui est nourri avec une formule infantile enrichie en HMO, eh bien, on s'aperçoit que cette différence a tendance à se réduire pour revenir vers ce qu'on voyait dans le cadre de l'allaitement maternel. Quand on prend les Escherichia coli, là encore, on s'aperçoit que c'est au niveau de la population d'enfants nourris avec une formule standard, non enrichie, qu'on voit véritablement une différence induite par la naissance par césarienne. Donc cette étude, elle confirme bien qu'il y a, avec la naissance par césarienne, une dysrégulation du microbiote qui est bien plus importante que ce qu'on pourrait imaginer. Et cette dysrégulation, eh bien, elle est nettement réduite par la présence de HMO dans la formule infantile. On peut même analyser de façon plus précise encore la dissimilarité entre les microbiotes et on s'aperçoit que la dissimilarité qui se traduit par l'épaisseur du trait, eh bien, elle est visible essentiellement quand on analyse, quand on fait la comparaison entre les enfants qui sont nourris par la formule standard et qui sont nés par césarienne ou qui sont nourris par le lait de mère et qui sont nés par césarienne. Donc c'est la césarienne qui permet en quelque sorte de sensibiliser les modifications qu'on peut observer avec, entre les formules standards ou le lait maternel, ou encore entre la formule standard et la formule qui est enrichie en HMO. Alors si on revient maintenant à l'association entre les oligosaccharides et la morbidité de l'enfant, l'inflammation chez l'enfant, on peut de nouveau regarder ce qui se passe chez l'enfant qui est nourri au sein. Et vous avez ici une étude qui a été réalisée au Malawi, dans laquelle on a analysé la concentration d'un certain nombre de molécules dans le lait de mère. Alors c'était naturellement la concentration HMO, naturellement la concentration en chaque type de molécule de HMO, et également la concentration en certaines protéines bioactives, vous voyez, lactalbumine, lactoferrine, etc., etc. Et tout ceci a été analysé en relation avec la morbidité de ces enfants qui, je le rappelle, vivaient au Malawi et qui étaient nourris au sein. Alors, que regarde-t-on? Eh bien, on va voir là encore un rôle important de la présence des HMO et de la présence ou non du caractère sécréteur. Ce qui se passe, c'est qu'on a analysé dans cette population l'abondance relative de formes fucosylées chez toutes les femmes. Et cette abondance relative a permis d'établir un cut-off, c'est-à-dire une limite en dessous de laquelle on considère qu'il y a une concentration faible et au-dessus de laquelle on considère qu'il y a une concentration forte de formes fucosylées. Et vous voyez ici le schéma qui analyse l'incidence de la pathologie diarrhéique chez ces enfants, selon qu'ils ont une concentration qui est en dessous du cut-off ou une concentration qui est au-dessus du cut-off. Vous voyez, en gris, au-dessus du cut-off et en noir, en dessous du cut-off. Eh bien, on s'aperçoit que chez les enfants qui sont sécréteurs, eh bien, on ne voit pas véritablement de différence selon que la concentration en HMO est en dessous du cut-off ou au-dessus du cut-off. En revanche, chez les enfants qui sont, chez les mamans qui sont, pardon, chez les mamans dont qui sont non sécrétrices, donc dont le lait de mère ne contient pas de forme fucosylée en 2', eh bien, à ce moment-là, on voit une différence avec une augmentation très importante de la diarrhée chez les femmes qui ont une concentration en HMO qui est faible par rapport à celles qui ont une concentration en HMO qui est forte. Donc là encore, un rôle important des HMO pour protéger contre la diarrhée, mais qui est visible là essentiellement chez les femmes qui sont non sécrétrices. Ce qui montre bien là encore que dès lors que vous avez un statut sécréteur de la mère, vous avez une protection qui est quand même très importante. Alors, cette étude, elle est très sophistiquée et elle montre toute une série d'associations dont il faut bien dire qu'on ne les comprend pas toutes actuellement.
Par exemple, lorsqu'il y a un statut de non-sécrétaire de la mère, on voit une association inverse entre la lactoferrine et l'incidence de la fièvre. Également entre l'ostéopontine et la prévalence de la perte de l'appétit. Également entre les formes fucosilées et l'incidence de la diarrhée. En revanche, chez les non-sécrétaires toujours, on voit une association positive entre les HMO totales et la perte de l'appétit ou l'augmentation de la CRP, c'est-à-dire l'existence d'un statut inflammatoire, ou encore entre l'alpha-lactalbumine et l'incidence de la diarrhée, ou encore entre la lactoferrine et l'augmentation de la CRP. On voit également que quand on analyse les modifications ou les associations lorsqu'il y a un statut sécréteur de la maman, eh bien, on a une association, elle est positive entre les HMO et la prévalence de la fièvre, entre les formes fucosilées et l'incidence de la diarrhée, et également entre la lactoferrine et l'élévation de la CRP à 18 mois. Donc, on s'aperçoit que finalement, la relation, même si on essaie de la simplifier comme on l'a vu au début de cette étude, eh bien, elle est assez complexe et que certains HMO et certaines protéines bioactives sont liées à un certain degré de morbidité infantile selon des relations qui sont très complexes et qui sont en cours d'analyse, mais qu'on ne connaît pas complètement actuellement. Alors naturellement, on va parler également, on a parlé beaucoup d'infections, mais on va parler maintenant d'allergies. Alors pour l'allergie, on ne peut pas dire qu'on ait des réactions ou des analyses qui soient récentes. Les analyses qu'on a pour l'allergie sont des analyses qui sont un peu plus anciennes. J'ai repris l'étude qui me paraît actuellement la plus intéressante sur le sujet, qui date de 2017, c'est pas très vieux non plus. C'est une cohorte scandinave analysant les oligosaccharides et le développement de l'allergie aux protéines du lait de vache. Donc, dans cette étude scandinave, on met en évidence une relation entre le LNFP3 qui est plus bas chez les mères dont l'enfant va présenter une allergie aux protéines du lait de vache. Vous voyez, 30 versus 60. Donc, un rôle probablement important de ce HMO LNFP3 qui est donc plus bas lorsque l'enfant va présenter une allergie aux protéines du lait de vache. Et donc les enfants qui ont un taux plus bas, eh bien, ils sont plus à risque de présenter une allergie aux protéines du lait de vache. Quand on essaye de classifier plus avant, vous savez qu'il y a des allergies aux protéines du lait de vache qui sont IgE médiées ou d'autres qui sont ce qu'on appelle non IgE médiées, c'est-à-dire retardées, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un rôle probable du caractère sécréteur ou non. Chez les enfants qui ont été nourris dont les mères présentent un caractère sécréteur, l'allergie sera plutôt non IgE médiée. Et chez les mères dont l'enfant va présenter une allergie IgE médiée, eh bien, ces mères sont plutôt non sécrétrices. Il y a même un rôle sur la dermatite atopique. Quand on regarde un certain nombre de paramètres de HMO, vous voyez, eh bien, vous avez un taux de LSTC, de SLNT, de 6SL, qui sont plus faibles dans le mère des enfants lorsque les enfants vont présenter une dermatite atopique. De telle sorte que on peut imaginer que vous ayez un effet protecteur de certains HMO contre la dermatite atopique, mais également on peut imaginer qu'il y a un rôle sur le type d'allergie induit par cette variation en HMO. Et naturellement, ceci est très important puisque, comme vous le savez, l'évolution de l'allergie aux protéines du lait de vache est très différente selon qu'elle est IgE médiée ou qu'elle est non IgE médiée. Quand on regarde de façon analytique les diverses composantes, eh bien, on s'aperçoit que c'est surtout, là encore, lorsqu'on analyse cette population d'enfants nés par césarienne, on a vu ça tout à l'heure, on revoit ça maintenant, eh bien, l'effet protecteur ou aggravant, on le voit beaucoup mieux chez les enfants qui sont nés par césarienne, avec, vous voyez ici, un rôle sur les manifestations IgE dépendantes et un rôle sur l'eczéma. Donc, là encore, une démonstration du fait que la césarienne, pas forcément la solution idéale si on veut protéger les enfants
notamment contre les manifestations allergiques. Alors un dernier point qui est important également, c'est la croissance, puisque les HMO peuvent probablement jouer un rôle sur la croissance des enfants. Et là, on a une étude qui a été réalisée chez des enfants nourris au sein. C'est une étude qui a été réalisée en Europe. Vous voyez, publication récente en 2021, des femmes enceintes, presque 400 femmes enceintes, 7 pays, des prélèvements de lait maternel réalisés de façon régulière et une analyse très soigneuse qui montre que le LNNT présente une corrélation négative avec la croissance en taille, que le LSTC présente une corrélation positive avec la valeur poids pour taille, c'est-à-dire la capacité de l'enfant de grossir par rapport à sa taille, et en revanche, pas d'association significative entre la croissance et la composition corporelle avec le système Lewis ou bien le système sécréteur, c'est-à-dire le 2'-fucosylactose, le 2FL. Donc, une relation essentiellement avec le LNNT et le LSTC, mais vous voyez une action potentiellement variable sur les modifications en taille et en poids pour taille. Voilà, en conclusion de cette présentation qui montre bien les recherches très récentes sur le sujet, on peut dire que ces études récentes confirment l'effet anti-infectieux des HMO, c'est très clair, que les formes fucosylées ont un rôle très important, notamment les formes fucosylées en 2, qu'on a des variabilités importantes en fonction de divers phénotypes, qu'il peut y avoir un rôle des HMO sur les allergies alimentaires, notamment la composition du lait maternel peut jouer sur la nature de l'allergie alimentaire lorsqu'elle se déclenche, qu'il y a une variabilité selon les HMO également d'association avec la croissance staturo-pondérale, et quelque chose qu'il va falloir véritablement analyser de façon très soigneuse. Et une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir des informations supplémentaires bientôt parce que une formule vient d'être lancée avec une association non pas de 2 HMO, mais de 5 HMO, et donc qui représenteront à peu près 40% des HMO présents dans le lait de mère. Et dans cette association, il y a du 2FL, du 3FL, du LNNT, du 3'-sialylactose et du 6'-sialylactose. Donc, un ensemble de HMO qui est très important et qui va permettre d'avoir des données supplémentaires en termes de protection contre l'infection, naturellement, en termes de croissance et possiblement également en termes d'allergie. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je termine cette présentation. Merci, professeur Dupont, pour cette mise au point très intéressante. Et je pense qu'on a eu une petite idée sur les avancées, comme cela a été annoncé au tout début, en matière de l'impact des HMO, notamment sur la prévention des infections, la prévention de l'allergie, en tout cas la protection des enfants aussi contre l'allergie, ou peut-être le sens que va prendre cette allergie entre IgE et non IgE, et puis l'impact aussi sur la croissance. Donc, je vais peut-être passer la parole à la salle s'il y a des questions ou des choses à peut-être éclaircir par rapport à toutes ces avancées. Alors, en attendant, peut-être, je vais profiter. Juste une petite remarque, professeur Dupont. Excusez-moi. Je suis là. Oui. Donc, j'ai vu sur les courbes que la taille des échantillons était quand même assez faible. Il y avait 35 femmes qui allaitaient. La régie. Donc, 35 femmes qui allaitaient. Il y avait 54 qui étaient sous formule avec HMO. Est-ce qu'à partir d'une taille d'échantillon, on peut tirer des conclusions? C'est juste une question de réflexion. Oui, vous avez raison. Ce sont des études qui sont assez compliquées à faire, qui coûtent cher et qui nécessitent un certain nombre d'analyses qui sont compliquées. Et naturellement, pour l'instant, ce ne sont pas encore des grands nombres. Et il est certain que si on veut arriver à savoir quels sont les
surtout les interrelations précises entre les HMO et le devenir ultérieur de l'enfant en termes de croissance, en taille, en poids. Protection, on commence à bien savoir maintenant que la protection existe. Mais par exemple, en ce qui concerne la croissance ou en ce qui concerne la prévention contre l'allergie, on ne le saura que lorsqu'on aura des chiffres plus importants, des grands nombres, quand on connaîtra un peu mieux, à mon avis, les interactions entre les divers HMO. Mais vous avez raison, pour l'instant, les études, je pense qu'on est au tout début de l'analyse de ces éléments fonctionnels du lait maternel. Et vous avez vu, j'ai présenté également dans le dossier, je montre dans la présentation qu'on parle des HMO, mais qu'il y a d'autres éléments fonctionnels qui interagissent potentiellement avec les HMO, de sorte que l'histoire est dans son début, elle n'est pas encore aboutie. Oui, c'est Skinny. Merci, professeur Dupont, pour cette mise au point très intéressante. On apprend beaucoup de choses sur le lait maternel et aussi sur l'évolution des préparations infantiles qui deviennent de plus en plus intéressantes et qu'il faut en bénéficier, nos petits nourrissons qui ne peuvent pas être mis au sein. Il y a une étude qui m'a beaucoup intéressé, c'est la différence entre les femmes sécrétantes et les femmes non sécrétantes. Est-ce qu'il y a moyen de modifier ce phénotype et de rendre des femmes plus sécrétantes? Non, pour l'instant, non. On est dans une période où il ne faut surtout pas essayer de changer les femmes, vous êtes bien d'accord. Et il se trouve que les phénotypes varient naturellement, varient entre les femmes, qu'on a quand même une proportion de sécréteurs qui est importante, de plus de 80% en général, ça varie en fonction un peu des populations. Je pense pas du tout. Je pense qu'on en est actuellement au stade où on peut, en fonction des résultats observés, envisager peut-être certaines variations de composition des divers HMO. Mais en attendant ça, pour l'instant, le lait maternel reste une entité qui est personnelle, qui est propre à l'individu, et fait partie pratiquement de l'héritage de l'individu. Et avant de changer quoi que ce soit là-dedans, naturellement, il faudrait qu'on connaisse vraiment bien les choses. Alors, je voudrais revenir sur l'impact des HMO sur la composition du microbiote intestinal. Et l'on voit un petit peu la différence entre les enfants... Je vous entends très mal, là. Je voudrais revenir sur l'impact des HMO sur la composition du microbiote intestinal. Et on voit la différence entre la teneur en bifidobactéries, Escherichia coli, etc. Mais par rapport à la diversité, parce que là c'est un critère justement d'un bon microbiote par rapport à un mauvais peut-être microbiote, et on a l'impression que la diversité elle est plutôt réduite chez les enfants qui auraient de bons sécréteurs. Alors c'est un phénomène qui est intéressant, ça. Vous avez la diversité est considérée comme une richesse, mais cette diversité, elle apparaît au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et lorsque l'enfant est nourri avec le lait de mère, il a des facteurs qui favorisent la prolifération de certaines bactéries bienfaisantes, on va dire, des bactéries saprophytes bienfaisantes comme les bifidobactéries, et du coup ça réduit la diversité. Et dès lors que vous nourrissez l'enfant avec une alimentation, avec une formule infantile qui n'est pas enrichie en HMO, cette diversité, elle augmente parce que vous avez moins de répression des bactéries qui sont, on va dire, pas forcément pathogènes, mais disons moins bénéfiques. Merci, professeur Dupont. Ce symposium prend fin. La discussion est tellement intéressante et le sujet est tellement intéressant et passionnant. On remercie le professeur Dupont et les laboratoires Nestlé. Et on passe la parole à la séance suivante. On a pris un peu de retard. Merci d'être réactif. Et merci à vous. Je vous souhaite une bonne suite de congrès. Bonne soirée. Merci beaucoup.